Alors, on y va maintenant pour la partie JavaScript, performance avec JavaScript. Est-ce qu'on peut améliorer nos fichiers ou pas? La réponse est oui. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va enlever tout notre HTML qu'on avait juste ici, et notre style, on va l'enlever. Et ce qu'on va faire, on va faire exprès de créer des classes ici, qui ne sont pas utilisées. Donc, oui, c'est du CSS, mais vous allez voir, ça va aussi avoir un rapport avec du JavaScript. Donc, je mets juste background et color, par exemple. Blue comme ça, très bien. Ensuite, je fais un fichier JS. Et ici, je fais une fonction, pareil, j'invente des fonctions que je n'utilise pas. Ok, donc hello world juste ici, parfait. Et pour l'instant, on va garder ça comme ça, parfait. Donc, notre script, on va le mettre ici. Script src est égal app.js, parfait. Et donc, notre CSS, il est toujours chargé ici. Donc, on va pouvoir venir dans notre site, qui est juste ici. On ouvre les outils de développement Chrome. Alors, hop, je suis où là? Tac, tac. On va dans source ici, et on voit qu'on peut voir nos différentes sources. App.js, style CSS. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on va pouvoir visualiser le code qui n'est pas utilisé. Alors, comment on fait? On clique ici. On clique sur Show Console Draw ici. Oui, ça se prononce draw, même si j'aurais dit drawer, ça veut dire tiroir. Donc on ouvre ça et on va dans coverage ici. Alors là, il y a déjà pas mal de choses d'ouvert, je vais tout fermer. Et donc en fait, c'est, si vous voulez, un tiroir avec encore plus de fonctionnalités que les petits outils qu'on a ici. Donc on clique ici et on va sur coverage. Ok, maintenant on fait click the reload button ici, hop, on clique dessus et regardez ce qui s'est passé dans source. Dans source, ça va nous montrer le code qui n'est pas utilisé, le CSS et le JavaScript. Et croyez-moi que c'est extrêmement utile quand vous avez fini de coder un site ou quoi que ce soit, de bien voir comme ça ce qui est utilisé, ce qui n'est pas utilisé. Parce que souvent, on a du code qui n'est pas utilisé. Et donc vous voyez que là, c'est en rouge, donc ce n'est pas utilisé comme ça. Et si on l'avait utilisé, par exemple ici, si j'avais quelque chose qui s'appelait foo, hop, eh bien, ce serait passé en bleu comme ça. Vous voyez que c'est passé en bleu directement. Pareil si j'avais utilisé ma fonction. Alors qu'ici, je ne l'exécute en fait jamais. Donc vu que je l'exécute jamais, il compte comme un code qui n'est pas utilisé. Donc partir à la chasse du code qui n'est pas utilisé, ça peut être un très bon moyen déjà d'améliorer les performances en JavaScript et en CSS comme je vous ai montré ici. D'ailleurs, c'est assez drôle, normalement, il va nous montrer que... normalement en CSS ici, il va nous montrer, vu qu'on n'utilise pas la police d'écriture, normalement il nous le montre, voilà, il nous le montre ici, vous voyez. Si on clique donc sur coverage, ici on a font Google, et en fait notre font qu'on a importé, Usei Magic Display, eh bien ce n'est pas utilisé à 100%, vous voyez, c'est tout rouge comme ça, c'est tout rouge, donc ce n'est pas utilisé. C'est normal, on l'a téléchargé, on l'a importé, notre fond, mais on l'a jamais utilisé ici dans notre style, d'accord? Donc c'est pour ça que ça le met en rouge. D'ailleurs on peut l'enlever ici, hop, hop, parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'intéresser à nos fichiers JS. Donc seconde astuce, on va pouvoir utiliser des attributs, deux attributs lors de chargement de nos fichiers, c'est async et defer. Donc par exemple, vous pouvez voir maintenant assez souvent des gens qui font ça. Ils mettent le script ici. Alors déjà, pourquoi on met le script à la fin normalement? Parce qu'on attend que tout notre body se charge, d'accord? Tout notre body se construise et se fasse analyser avant de lancer notre script. D'accord? Donc on attend que le DOM se crée et ensuite on va envoyer notre script qui, lui, peut jouer avec ce DOM-là et peut avoir des instructions en rapport avec ce DOM-là. Donc d'abord, évidemment, il faut attendre qu'il se construise. Donc jusque-là, c'est logique. Mais avec ce script à la fin, même si on attend à la fin comme ça, le navigateur va prendre en compte qu'il y a un script et peut commencer à le télécharger, ce qui peut ralentir certaines choses. Donc ce qu'on peut faire, et ce que je vois assez souvent désormais, c'est venir mettre le script ici, et par exemple on met defer comme ça. Defer, ça va dire, ok, tu as un script ici, mais tu vas vraiment attendre que le code ici, HTML et le DOM soient prêts, et à partir de ce moment-là, tu lanceras le script. Tu ne commenceras pas à le charger avant et à voir qu'il existe, etc. Donc c'est à ça que ça sert, defer ici. Voilà, donc ça peut être assez utile pour gagner en performance. Et on a un autre attribut qui est async, comme ça. Async, ça ressemble un petit peu, mais alors ça va être comme defer, on va attendre que tout notre DOM soit chargé, mais le chargement ensuite de ce script va se faire de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'en JavaScript, vous avez un chargement qui va être single-threaded, comme on dit, c'est-à-dire en un fil de haut en bas, vous allez avoir tout votre code qui s'exécute. Et donc ça se bloque à chaque fonction, à chaque chose, en fait ça va se bloquer comme ça, d'accord, à chaque analyse. Et donc async ici, ça dit analyse mon JS, mais ne bloque pas le chargement du site et ne bloque pas, par exemple, le chargement s'il y a d'autres scripts. Par exemple, s'il y a d'autres scripts, ça ne va pas les bloquer. On va charger tout ça de manière asynchrone, c'est-à-dire sur le côté, si vous voulez,
ça va se charger en même temps que le reste de notre JavaScript. Donc c'est ça le JavaScript asynchrone. Et donc on peut utiliser async ici, mais quand on parle de JavaScript asynchrone aussi, on parle évidemment de méthodes comme la méthode fetch, ou alors quand on utilise Ajax pour les API. Et donc là aussi c'est assez efficace. Donc dès qu'on a une API et qu'on a envie de faire un appel à cette API, on peut utiliser fetch, et ça permet de faire du JavaScript asynchrone, c'est-à-dire ça ne va pas polluer le chargement de la page de haut en bas, ça va le faire à côté, en même temps, et donc ça va permettre au reste du script de s'exécuter et de se faire analyser comme ça. Voilà, très bien. Ensuite, donc, on a vu ici qu'on pouvait voir le code qui n'était pas utilisé. On a vu async et défaire, si vous voulez laisser le temps au code de se charger avant de charger vos scripts. Ensuite, on peut avoir ici des problèmes de memory leaks. Alors, c'est des trous de mémoire, c'est des problèmes de mémoire. Et un des plus connus, donc je vais vous le montrer. J'enlève l'autosave, sinon ça va me faire cracher le navigateur. C'est juste un while true, comme ça, log hello par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est une boucle infinie. C'est-à-dire que vu que j'ai mis true ici, ça va tout le temps envoyer du console log et ça va l'envoyer de manière répétitive, extrêmement rapidement. Et très rapidement, on va plus avoir de mémoire qui va être allouée à ça, en fait, vu que ça va juste prendre toute la mémoire et donc ça va faire crasher mon navigateur. Donc ça, bon, c'est un cas un peu extrême, c'est une boucle infinie, mais il y a des endroits en JavaScript où on peut avoir des choses qui sont dans notre mémoire, qui prennent de la mémoire, mais qu'on a cru qu'on a effacé en fait, mais qui ne sont pas totalement effacées. Elles prennent toujours un petit peu de mémoire. Par exemple, on a 7 intervalles. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ça. Et ici, je vais mettre, je réactive l'autosave ici. Alors ici, on va commencer par faire 2 boutons. Donc par exemple, un bouton ici avec la classe btn. Et on va dire start le chrono ici, parfait. Et on va avoir btn, je l'ai appelé btn delete. Et on va supprimer le chrono. Et ensuite, avec un H1, on a envie de voir ce chrono ici. Parfait. Maintenant, on peut se retrouver dans notre app.js. Et on va prendre const btn est égal document.query selector. On prend notre btn ici, parfait. Tac. Et on va prendre également notre btn delete pour venir supprimer notre chrono. Et donc la classe c'est btn delete. Et on va avoir notre titre. Et on prend ici le H1. Parfait. Donc notre bouton, j'ai envie de commencer un chrono quand je clique sur Start le chrono ici. Comment je fais? Je fais btn.addEventListener, clique. Hop, dès que je clique dessus, qu'est-ce que je fais? J'envoie un set intervalle. Et toutes les 1 seconde, donc ici, il va faire un timer ++ par exemple. Et faire titre.innerText est égal timer. Timer, on va venir le déclarer ici. Let timer, hop, on le déclare en undefined, parfait. Et donc normalement, si je clique sur start le chrono, ça va venir prendre l'intérieur de mon titre ici, inner text, et ça va lui mettre la valeur timer ici. D'accord? Donc on peut le faire démarrer plutôt à 0 ici. Et donc si je clique ici, hop, ça va start le chrono et ça va incrémenter comme ça, un par un, tout simplement. Bon, on pourrait faire en sorte de détecter s'il y a déjà un intervalle, parce que c'est là, si je clique plusieurs fois, évidemment, ça va en rajouter plusieurs. Mais c'est pas l'exemple que j'ai envie de montrer. Pour l'instant, juste regardez, il y a un chrono qui fonctionne. Parfait, très bien. Maintenant, imaginons que je remove du DOM ce titre. D'accord? J'ai envie de le supprimer, tout simplement. Donc comment je fais? Je prends btn delete, .addEventListener click, et je prends titre.remove. Remove est une méthode du DOM qui permet de supprimer un élément du DOM, tout simplement. Et donc, voyons voir si je vais dans Elements ici. Alors, je supprime tout ça, tac, tac, tac. On a notre H1 qui est là, d'accord? Donc là, maintenant, je starte le chrono. Ça va s'actualiser à chaque fois. Tac, tac, vous voyez que ça change à l'intérieur. Hop, hop, parfait. Maintenant, regardez, je vais supprimer le chrono et hop là, ça a disparu du DOM. Mais est-ce que vous croyez que le set intervalle, il a disparu? Non, il est toujours là. Et donc là, on a un problème. C'est que notre set intervalle, eh bien, il va toujours tourner en background. Tout ce qu'on a supprimé ici, c'est l'élément de notre DOM. Et notre set intervalle, il est toujours là dans la mémoire à tourner comme ça. Et donc, il nous mange un petit peu de performance. Si on en a qu'un seul, ça va. Mais si on a plein d'erreurs comme ça, eh bien, ça peut vraiment jouer sur les performances. Donc, ce qu'on va faire ici, par exemple, regardez, si je mets un log hello depuis intervalle comme ça, eh bien, si je starte le chrono, je vois bien que ça console log tout ça, et que si je supprime cet élément, ça va continuer à tourner. Donc c'est toujours là en fond en fait, c'est toujours là en fond en train de tourner. Voilà, donc il faut le supprimer. Comment on fait? Il faut savoir que cet intervalle, ça retourne son ID.
Ça retourne son ID. Vu que là, il n'y en a qu'un seul, bien, son ID, c'est 1. Sinon, si on en fait un deuxième, c'est 2, 3, 4, etc. Donc là, on fait let interval ID, comme ça, tac. On le prend, est égal cet intervalle. On peut le loguer, si vous voulez, regardez, pour vous prouver que ça fait bien ça. Si je start le chrono, ça me donne 1. C'est bien son ID ici. Parfait. Et donc maintenant, je peux utiliser la méthode clear interval avec l'ID de cet intervalle-là. Ok. Et donc, si je start le chrono, parfait, ça va commencer. Ok, ok. Et si je supprime, hop, ça va arrêter de tourner. Vous voyez que ça a arrêté de tourner maintenant. Et j'ai bien libéré de ma mémoire cet intervalle qui ne servait plus à rien comme ça. Donc ça, c'est une erreur qui est très classique, notamment avec les frameworks JS. Et c'est pour ça, par exemple, qu'avec React, avec UseEffect, il y a la cleanup function qui permet de clean, justement, de passer le balai quand on a fini d'utiliser un composant, donc quand on le supprime, par exemple, pour lui enlever si on a des intervalles, si on a des event listeners. Event listener, c'est pareil, vous avez la méthode remove event listener pour enlever comme ça des écoutes d'événements au lieu de les laisser quand vous allez enlever un composant, par exemple. Voilà. Voilà pour ces petites techniques en JavaScript. Donc on a vu les deux attributs defer et async qui peuvent être assez efficaces. On a vu comment changer ou plutôt trouver le code qui n'est pas utilisé en JavaScript et aussi en CSS par exemple pour pouvoir le modifier ou supprimer vraiment ce qui n'est pas utilisé. On a vu qu'on peut avoir des memory leaks, des trous de mémoire, des problèmes de mémoire où on va avoir, ça peut être des variables, ça peut être des event listeners, ça peut être des timers comme ça, qui vont tourner en fond ou nous prendre de l'espace en mémoire alors qu'on n'en a pas envie. En fait, ce sont des erreurs de logique. Voilà, donc n'oubliez pas également à repasser sur vos applications JS ou sur vos fichiers JS pour, comment on dit, refactoriser, c'est-à-dire faire des choses plus simples avec moins de code et de manière plus efficace. Vous pouvez également minifier vos fichiers JS comme on avait fait tout simplement avec notre HTML et notre CSS ici directement. Ok, c'est bon pour ça.